Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Donc cette semaine, c'est Renaud Van Ruymbeck qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur les ondes de Fréquence 8 pour nous parler de son livre « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Taillandier. Bonjour Renaud Van Ruymbeck. Bonjour. Donc, on parlait hier d'indépendance et d'évolution que la justice, quand même, bon an, mal an, depuis fin des années 70 jusqu'à votre départ de votre fonction. Donc vous dites, vous avez quand même traversé 5 présidences. Ça fait beaucoup, hein, dit comme pas ça. Mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Avec alternance politique. Est-ce que, d'une alternance à l'autre comme ça, est-ce que vous avez les répercussions qu'il y a pu y avoir sur le système, sur la justice, est-ce qu'elles étaient différentes, par exemple, d'une étiquette à l'autre ? Non, je dirais que droite comme gauche, je me suis heurté aux mêmes difficultés. Simplement, il y a eu un basculement récent où, si vous voulez, la justice a acquis ses titres de noblesse, en quelque sorte, a pu commencer à véritablement instruire ses dossiers. Je dirais le virage a été pris au début des années 2000, mais ça a été progressif, ça s'est fait très progressivement. C'est-à-dire que avant, il y avait un pouvoir qui était très interventionniste, et qui étouffait ces affaires. Depuis, ça a beaucoup évolué, voilà, parce que la presse s'en est mêlée, parce que la justice s'est pas laissée faire. Donc il y a eu toute une évolution, mais je ne caractériserai pas plus la droite que la gauche. Je crois que on peut dire que le process est arrivé pratiquement à son terme avec Madame Taubira. Je n'ai pas entendu dire que sous Madame Taubira, puisque c'est elle qui a créé notamment le parquet national financier, dont on parle beaucoup aujourd'hui, en 2013, j'ai jamais entendu de mes collègues avec qui je discutais du parquet national financier qu'il y ait eu des interventions. Alors, il y a des remontées d'informations, oui, parce que ça n'a pas été supprimé, mais j'ai pas entendu dire qu'il y avait des instructions, des interventions dans les dossiers, comme j'ai pu l'entendre et le constater 10 ans avant. Donc, oui, après, il y a des hauts débats, c'est pas une ligne droite, mais on peut dire que là, on arrive au terme de l'évolution. Voilà, je situerai là. Oui, c'était pas... c'est vrai que je me demandais si, par exemple, sous telle étiquette, l'évolution était plus rapide, voire freinée sous l'autre. Pour lever vraiment toute ambiguïté, Madame Taubira, c'était un président socialiste. Moi, j'ai connu une époque avec François Mitterrand, avec des gardes des Sceaux, là, interventionnistes, c'était autre chose. Donc, c'était des socialistes. C'est pour ça que je vous dis... On était en 1981, on n'était pas encore très très loin de 79 finalement. 80, non, on est les affaires Urbain et tout ça, ça sort en 92, hein, attention. Oui, mais Mitterrand en 81, oui, c'était encore les vieilles habitudes. Oui, quoi. Après il y a les affaires de la droite sous la présidence de Jacques Chirac, hein, avec les affaires de la mairie de Paris, etc., auxquelles j'ai pas été partie prenante, mais mon collègue Éric Alphen a été sérieusement entravé. On lui a même tendu un piège éhonté avec son beau-père pour essayer de le discréditer. Et on est quand même dans les années 95, peu avant 2000. Il va falloir attendre l'affaire Elf, que j'ai connue, qui avait été initiée par Eva Joly, affaire que j'ai reprise, que j'ai terminée, pour que là, on s'aperçoive que c'était devenu beaucoup plus difficile pour le pouvoir politique, même s'il en avait encore envie, bien sûr, parce que l'affaire Elf, il y avait des financements politiques qui pouvaient concerner des gens en place, hein, en tout cas des partis en place, des trésoriers de partis, etc. On n'a jamais trop su le fin mot de l'histoire, parce que tout ça se passait par des distributions d'enveloppes en espèces, et comme dans ces dossiers-là, les gens ne parlent pas par définition, il y a une omerta, ça a été extrêmement compliqué, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'entrave
c'est là qu'on voit que la situation a complètement évolué. Et toutes les années que je vais passer après à Paris, parce que l'affaire Elf, on est en 2000, je vais la terminer en 2003, 2002, j'ai mis 2 ans pour la finir, oui 2000, donc j'ai fini en 2002, elle a été jugée en 2003, 2004. À partir de ce moment-là, la voie est libre, quelque part. Je dirais que toutes les années où j'ai pu travailler par la suite, il y a encore quelques bémols, tout n'était pas parfait, et c'est jamais parfait, notamment dans les relations avec les parquets, les procureurs, mais on a changé complètement de braquet, là. On n'est plus du tout dans ces années que j'ai connues de 79 à 2000, où là, il y a des interventions, évidemment, il y a des affaires qui sont bloquées. D'ailleurs, Ce qui est insupportable, ce que je trouvais insupportable. Moi, j'ai eu des affaires que j'instruisais bloquées. J'ai trouvé ça... Je suis toujours outré, toujours. Vous avez choisi cette branche quand même très spécifique des affaires financières. C'était avec cette volonté, parce que dans ce milieu-là, il y avait encore plus de justice qu'ailleurs à faire. Peut-être. Il s'est trouvé, si vous voulez... Alors, est-ce qu'on le cherche, est-ce qu'on le trouve parce qu'on l'a cherché? Il se trouve que quand j'étais nommé à Caen à mon premier poste, j'avais un cabinet où on faisait de tout. J'ai fait des meurtres, des viols, des vols, des escroqueries, etc. Et au bout de 2 ans, a été créé un cabinet financier pour récupérer tous les gros dossiers. J'étais à Caen à l'époque, de la cour d'appel. Dans des petits tribunaux où les juges faisaient le matin un peu d'instruction, l'après-midi au divorce, etc. C'est pas comme ça qu'on peut sortir les gros dossiers. Donc l'idée, ça avait été de spécialiser un cabinet. Et j'ai postulé à ce cabinet. Il n'y avait pas de concurrent. On se battait pas. Et ça m'intéressait. Et voilà, c'est comme ça que je mets le pied à l'étrier. Oui, c'était pas une volonté de justice un peu plus... Je suis pas un justicier. J'ai une haute idée de la justice. J'espère l'avoir servi du mieux que j'ai pu. En tout cas, j'ai jamais transigé sur des principes. Mais je ne suis pas un justicier. Simplement, je ne supporte pas l'idée que tout le monde ne soit pas traité de la même manière. Voilà. Alors vous avez la première affaire, enfin pas la première, après vous aviez eu déjà l'affaire Boulin dont on a parlé. C'est vrai que vous êtes passé après à une affaire qui a fait quand même beaucoup de bruit, c'est l'affaire Urbain. Là, face à vous, c'est plus un homme, c'est carrément un parti politique, et en plus au pouvoir, quoi. Oui, puisque Mitterrand est président de la République, le ministre de la Justice est socialiste, le ministre de l'Intérieur qui dirige les policiers est socialiste, donc il y a tout pour plaire, vous voyez. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que il y a eu 2 actes forts dans cette instruction que j'ai menée. Alors j'étais épaulé par 2 collègues de la chambre de la cour d'appel. Donc les décisions importantes, je ne les prenais pas tout seul, même si j'étais celui qui faisait le boulot, qui faisait les opérations, les mises en examen, etc. Et puis pour les médias aussi, vous étiez vous étiez en première ligne. Oui, bien sûr, j'étais en première ligne, mais j'étais pas tout seul. C'est une forme de protection en quelque sorte, parce qu'en m'attaquant, on attaquait aussi l'institution quelque part. En plus, j'étais dans une cour d'appel, donc malgré ça. Lors des 2 actes importants que je vais réaliser et qui visent le financement occulte et totalement illégal du Parti socialiste, le Parti socialiste ne l'accepte pas. Ils n'ont pas de compte à rendre. Donc je vais perquisitionner en janvier 92, par surprise, le Parti socialiste. À l'époque, ça ne se faisait pas. J'hésite beaucoup avant d'y aller. Et d'ailleurs, quand je vais rentrer, cette perquisition qui va durer plusieurs heures, je me fais traiter de tous les noms. Parce qu'il y a plein de gens qui circulent dans le parti. Vous n'avez pas le droit. De quel droit vous perquisitionnez un parti politique? Vous portez atteinte à la démocratie. Nous sommes des représentants du peuple, pas vous.
Bah oui, mais sauf que moi je rends quand même la justice au nom du peuple français. Même, c'est vrai que je ne suis pas élu. J'ai passé un concours, j'ai une loi, j'applique la loi. Et en plus, j'applique la loi qui est votée par vous. Bon, voilà. Maintenant, si vous pensez que les partis politiques sont au-dessus des lois, c'est pas mon opinion. Mais ça a été terrible parce que il y a eu alors, tollé évidemment du Parti socialiste. En plus, j'avais pas prévenu, j'avais fait en sorte que le garde des Sceaux ne le sache pas. Et j'avais des policiers avec moi, mais ils ne savaient même pas, je leur ai même pas dit où j'allais, parce que je voulais pas que le ministre de l'Intérieur socialiste le sache, parce que je doutais bien que s'il le savait, il y avait quand même des risques que le parti l'apprenne. Donc j'y vais par surprise, ils sont complètement décontenancés et furieux, et ils m'agressent verbalement. Ça va être ça, des manières la perquisition. inédites pour eux finalement, quoi. Oui, Des manières de faire ils comprennent inédites. pas. Voilà, donc si vous juge, vous permettez d'aller perquisitionner un parti, c'est que vous êtes contre la gauche, c'est que vous voulez nous causer du tort, mais je ne fais pas de politique, je fais juste mon travail. Vous seriez un parti de droite, je le ferai la main. D'ailleurs, j'ai eu des affaires avec la droite. Bon, Robert Boulin, c'était un ministre de droite, que je sache. Bon, après, il y a eu les affaires du Parti républicain, qui était parti centriste à l'époque. Il y a eu avec les affaires Longuet et tout ça, qui a bénéficié d'ailleurs d'un non-lieu à Paris par la suite, et de non-lieu. Et donc, on ne peut pas me taxer de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême... Ça veut juste rien dire. Voilà. Bon, en plus... Enfin, on a les arguments qu'on peut. Hein. Oui, mais ils y croyaient. Ils croyaient dans ce qu'ils disaient. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que... Vous voyez ? Et c'est là que c'est toujours difficile d'expliquer, parce que j'aime bien expliquer. C'est pas que j'ai à me justifier, mais bon, non, c'est normal que je sois là. Pourquoi voulez-vous vous n'êtes pas au-dessus des lois. Donc cette confrontation-là, ça a été très dur. Et alors, peu de temps après, 6 mois plus tard, je mets en examen. Je convoque pour mise en examen, pour inculpation, à l'époque on appelait inculpation, le trésorier du parti, Henri Emmanuelli, qui a été trésorier mais qui est devenu entre-temps président de l'Assemblée nationale, qui a pu compter sur le soutien de tous les ténors du parti, y compris du président de la République, qui est théoriquement garant de l'indépendance de la justice, et qui d'ailleurs va s'exprimer le 14 juillet, François Mitterrand va apporter son soutien à son ami Henri Emmanuelli et va dénoncer des procédures bizarres dans cette affaire. Vous voyez la perfidie de ces termes et des propos de ce personnage qui... Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui Emmanuel Macron tenir des propos semblables dans une affaire où est impliqué quelqu'un de son parti. C'est même pas concevable. Il ne pourrait pas résister. C'est vous dire le changement qu'il y a eu à la fois sur le terrain judiciaire, mais aussi sur le terrain médiatique. Aujourd'hui, on n'accepte pas l'idée d'une intervention comme ça. Voyez. Et puis des habitudes, c'est vrai que François Mitterrand, c'est quand même les anciennes générations, avec les habitudes tout début de la Ve République, oui, voire peut-être de la 4e. Oui. C'est un discours passé. C'est un homme de l'ancien régime, quelque part, quoi. Oui, mais justement ce que je rejette, fondamentalement. Je rejette. Donc vous arriviez un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles. Oui, c'est ça. C'est ça. Et lorsque je vais... Donc il y aura l'inculpation d'Henri Emmanuelli, mais ils ont réuni tout un congrès à Bordeaux, du parti, où Laurent Fabius, enfin tous les ténors du parti. Je les ai retrouvés en passant sur des émissions à Paris. Ils ont ressorti des images, des émissions de télévision, des images, des archives. Et je me dis, mais c'est quand même dingue ce qu'ils disent. Enfin, aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer qu'ils puissent dire ça. Il n'y a pas une affaire Emmanuelli, il y a une affaire Van Ruymbeck. Il faut le faire quand même. Et il retourne la situation. Et Henri Emmanuelli arrive au parti, standing ovation du parti. Mais on parle de quoi, là ? On parle de financement illégal, de violation de la loi, de délit commis.
Oui, parce que Et on couvre tout ça. Il y avait eu des lois quand même de voter dans les années 88, 90. Oui, d'ailleurs, ils avaient dit d'ailleurs... lois sur le financement des partis politiques. Oui, mais ils sont rattrapés un peu par l'histoire parce que ça ne s'est pas rentré en vigueur tout de suite. Et puis, attendez, il y a des mauvaises pratiques qui ont perduré. Oui, je vais le découvrir, d'ailleurs, je vais consacrer, je me dis dans le livre, je vais mettre un chapitre là-dessus, parce que je me suis aperçu que ces lois d'assainissement, 88, 90... De transparence. Dites de transparence, de financement public. C'est-à-dire que c'est le contribuable qui, aujourd'hui, prend en charge la vie politique. Ce que je trouve normal. Ils auraient pu le faire avant. Pourquoi faut-il attendre qu'on découvre qu'il y ait des infractions de commises pour que la justice s'en mêle pour qu'on remédie à la situation? C'est quand même un drôle de fonctionnement. C'est une politique de l'autruche. C'est pas acceptable. Et je vais m'apercevoir que, regardez, de 90 à 95, alors que ces lois sont votées, on retrouve des valises de billets. Ce ne sont plus des bureaux d'études avec des factures, etc., parce qu'ils facturaient les entreprises et redistribuaient aux partis. Là, on va continuer à découvrir des espèces. Et toutes ces années 90-95, je vous dis, j'ai mis un chapitre là-dessus pour dire, regardez, voilà, ils disent la loi ça, a été votée. C'est voté, il y a un financement public, mais regardez ce qui continue à se passer pendant 5 ans. Oui, parce qu'en fait, donc, l'affaire Urbain, c'était un bureau d'études qui faisait soi-disant des études, qui était payé pour ça, et qui prélevait en sous-main... il prélevait un pourcentage sur les entreprises qui voulaient avoir un marché public auprès de certaines municipalités. Ils assuraient le coup, je vais dire ça comme ça, en versant une partie, un pourcentage au bureau d'études proche du parti et qui lui-même finançait le parti. C'est aussi simple que ça. Et c'était redonné au parti politique. Voilà, donc et les chefs d'entreprise l'ont expliqué, on n'avait pas le choix. Sinon, on n'avait pas les marchés. Pas tout à fait normal dans une démocratie, un fonctionnement comme celui-là. Mais vous voyez, rien que d'aller là et dire ça va pas votre système, et de démontrer, parce que je l'ai démontré, que le parti était financé par Urbain, quel scandale. Mais, et c'est là la justice l'a emporté, c'est que le trésorier a été condamné. Il est allé jusqu'en cassation, Emmanuel, il a été définitivement condamné, donc je ne faisais pas n'importe quoi. Oui, puis privé aussi de ses droits oui, pendant politiques. 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Pour un homme politique, c'est ennuyeux quand même. Oui, mais enfin bon, la Cour d'appel l'a décidé. C'est ennuyeux pour lui, je veux dire. Oui, mais même à l'époque, quand la Cour prend cette décision, c'est dénoncé, là encore, parce qu'on est toujours dans cette volonté, toujours de s'en prendre à la justice et de la discréditer, c'est dénoncé comme une intervention intolérable des juges qui vont se mêler de la vie politique. Ils interdisent à quelqu'un de se présenter, mais ils estiment eux qu'ils ont le droit de se présenter. Si les gens votent pour eux, ils votent pour eux. Alors, il y a une époque, il y a eu aussi des personnes qui avaient été condamnées comme ça, qui sont représentées et qui avaient un très beau score. Hein. Bon, voilà. Bon, mais voilà, c'était dénoncé comme une ingérence insupportable de la justice de pouvoir prononcer des sanctions qui interdisent aux politiques de se présenter devant les électeurs. Ouais, là, vous aviez, là, c'est aussi quand même des manières. Je pense très satisfaisante pour un juge de faire bouger quand même les choses. Oui, et puis surtout d'aboutir, que ça aboutisse. Parce que, imaginez que ça soit terminé, non, finalement, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça me serait nécessairement retombé dessus. Je veux dire, si vous en y allant, vous saviez que vous alliez trouver quelque chose. Oui, j'y vais pas comme ça, la fleur au fusil, c'est évident. Mais vous savez, il y a toujours une part de risque dans ce métier. Et c'est ça qui est difficile d'apprécier. Faut pas aller trop loin, mais il faut aller au bout. Donc, il faut construire son dossier pas à pas, petit à petit. S'il y a un truc qui est pas bon, on recule, on va sur autre chose, mais il faut avancer comme ça, avoir une construction logique et essayer de comprendre, parce qu'en face, personne ne vous le dit. Il n'était pas écrit que Urbain travaillait pour le Parti socialiste. On le sait plus ou moins, mais après, il faut des preuves. Voilà. Mais il faut y aller par étapes, et puis il ne faut pas trop reporter, parce que la perquisition au Parti socialiste, si j'avais attendu 2 ans pour la faire, le ménage aurait été fait, pensez bien. Oui, là, la discrétion était incontournable. Oui, l'effet de surprise, voilà.
Enfin, le résultat a été là. Oui, il y a eu pour vous encourager à poursuivre. Oui, et vous voyez, avec le recul, je me dis, mais j'ai rien fait de mal, j'ai fait mon métier, on me tombe dessus, il se croit au-dessus des lois, et c'est juste insupportable. Enfin, mettez-vous à la place du citoyen. Bien sûr. Ouais. Pourquoi lui, s'il fait une fraude fiscale, s'il oublie quelque chose dans sa déclaration d'impôt, on ne lui fera pas de cadeau. Pourquoi certains et pas d'autres? Enfin, c'est quand même... Et donc, du coup, ils se sont beaucoup discrédités, parce qu'à chaque fois, ils attaquent la justice. C'est constant, ça. Alors là, attaquer la justice, c'est une constante. Il faut avoir une éthique et... Oui, et puis s'y tenir. Dès lors que vous avez une éthique, vous limitez aux faits, vous n'êtes pas un justicier, vous êtes là pour caractériser, on doit y arriver. Bon, alors on va y arriver, et puis on va aller jusqu'à demain aussi, puisqu'on a encore 2 jours à passer ensemble. Donc, je vous dis à demain. À demain. Renaud Van Ruymbeck, mémoire d'un juge trop indépendant. Les interrogatoires d'Henri Emmanuelli. Je convoque Henri Emmanuelli pour le 14 septembre après-midi. Quelques jours plus tôt, le procureur général m'a proposé de me prêter son somptueux bureau pour recevoir le président de l'Assemblée nationale dans un lieu plus adapté. Je lui réponds que je ne voyais pas pourquoi. Mon vieux bureau mansardé convient à tous les justiciables. Le jour venu, une foule dense se presse sur la place du Parlement. Henri Emmanuelli entre discrètement avec ses avocats par l'arrière du palais de justice. Je lui notifie les charges qui pèsent contre lui en sa qualité de trésorier du parti. Ma première confrontation directe avec un homme politique de premier plan est houleuse. Il donne en sortant une conférence de presse au cours de laquelle il dénonce courroucé une inculpation politique et indique avoir refusé de signer le procès-verbal de son interrogatoire. Ce refus traduit à mes yeux un certain état d'esprit. Le président de l'Assemblée nationale estime qu'en sa qualité d'élu, il n'a pas de compte à rendre à la justice dont il dénonce l'absence de légitimité et la partialité. Début octobre 1992, 46 dirigeants socialistes rendent publique une lettre qu'ils m'adressent, demandant à être inculpés solidairement avec Henri Emmanuelli. Je n'y donne aucune suite. Ils n'insisteront pas. Quelques semaines plus tard, Henri Emmanuelli est de nouveau convoqué. L'interrogatoire se réduit là encore à un dialogue de sourds. Un dessin humoristique paru dans le Canard enchaîné quelques jours plus tard, sous l'intitulé « Instruction, la réforme en marche », résume ainsi la scène. Monsieur Emmanuelli, debout, entouré de 2 avocats en robe noire, braque sur moi un projecteur en m'interpellant. « On aimerait des questions précises aux réponses qu'on vous propose. » Quelques mois plus tard, le 8 juillet 1993, la Chambre ordonne le renvoi de tous les protagonistes de cette affaire, y compris Henri Emmanuelli, en dépit de l'opposition du parquet général. En 1995, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc condamne Henri Emmanuelli, devenu entre-temps premier secrétaire du Parti socialiste, à une peine d'emprisonnement avec sursis d'1 an et à une amende. En mars 1996, la Cour d'appel de Rennes alourdira les sanctions et prononcera en outre à son encontre une peine de 2 ans de privation de droits civiques. En décembre 1997, la Cour de cassation rejette son pourvoi, ce qui rend les peines définitives et oblige le député des Landes à démissionner de ses mandats. L'affaire Urbain est terminée, l'instruction a été validée, marquant un véritable tournant dans les relations entre la justice et le pouvoir. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.